Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc sur le ring, Porcin va débuter la présentation des races bovines des massifs. Aujourd'hui était à l'honneur la truie, le porc basque au niveau des concours. Donc nous avons choisi les races de montagne. Et devant vous, vous avez une très belle vache qui est la Vosgienne. Alors on va débuter par une présentation de la race, suivie de la présentation de l'élevage où cet animal vit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de la race? Alors, la race vosgienne est une vache que vous trouvez sur le massif vosgien dans sa globalité. Donc c'est une vache qui, dans les années 70, était tombée à un niveau relativement bas de son effectif. Il faut dire qu'il y avait à peu près 3000 bêtes, effectif total. Et au jour d'aujourd'hui, en 2017, on doit être à peu près à 10 000 animaux effectifs total. Voilà. Donc on est passé de 3000 bêtes à 10 000 bêtes en une trentaine d'années. Donc suite à un plan de relance qui a été mis en place dans les années 70. Alors, si je prends votre élevage, il se situe dans quel département et proche de quelle ville ou dans quel village? Donc, notre élevage se situe dans la vallée de Masevaux, qui est une petite vallée dans le massif vosgien. Donc, ça fait partie du département du Haut-Rhin. Donc, c'est une exploitation qui se trouve à 650 mètres d'altitude dans le village de Dolren. Alors, on est en GAEC avec mon épouse, donc une forme sociétaire, quoi, avec mon épouse. Et donc, on a un élevage d'environ une trentaine de vaches laitières. Et on fabrique des produits à la ferme, donc à savoir du lait de consommation qu'on met en berlingot, des yaourts, des flancs, du fromage blanc. Et d'ici peu, également du fromage, donc le cœur de massif, un fromage, une pâte pressée, qui a été mis en place il y a 2 ans par la race vosgienne. Et donc qui est un fromage avec un cahier des charges dont l'un des principaux critères est de détenir à peu près une majeure partie de Vosgienne. Donc la Vosgienne, c'est une belle vache, on la reconnaît grâce à sa couleur noire, mais il y a d'autres couleurs chez la Vosgienne. Effectivement, il y a d'autres couleurs. On retrouve également des Vosgiennes avec une robe plutôt rouge. Donc qui sont, par contre, c'est vrai qu'on n'en trouve pas tant que ça. Alors le gène roux en race vosgienne est un gène récessif, donc qu'on retrouve plutôt de moins en moins. Il faut que les 2 parents soient porteurs du même gène pour exprimer ce gène-là. Donc la plupart des vosgiennes sont effectivement blanches et noires, et notamment avec la ligne blanche dorsale avec laquelle on reconnaît bien la vosgienne. Oui, c'est une vache des massifs qui marche, je crois bien, hein, qui est une bonne marcheuse aussi. Alors, effectivement, c'est une vache mixte, mais c'est surtout une vache de montagne, quoi. Une vache bien adaptée au sol granitique du massif des Vosges. Une vache qui marche bien, qui sait très très bien valoriser des fourrages grossiers, ouais, et que l'on retrouve en montagne. Et c'est surtout une bonne marcheuse. Mais je dirais mon collègue qui lui pratique la transhumance pourra certainement vous en parler bien plus que moi. Donc on va le faire revenir un peu, on va échanger un peu et vous allez poursuivre. Tu l'accompagnes par là Bonjour. Quelques mises au point, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais un peu interroger, il a une belle vosgienne avec une belle couleur au niveau de la tête, mais aussi de sa belle couleur noire. Sur votre élevage, vous avez d'abord, comment elle s'appelle cette vache? Donc là, on a une vache qui pèse 700 kg. Oui. Voilà, donc en moyenne, la race fait entre 6 et 700 kg. Et elle s'appelle comment? Donc ça, c'est une vache qui s'appelle Eva. Eva. Et Eva, elle a quel âge?
Alors Eva, c'est une vache de 8 ans. Mhm. Et elle a fait combien de lactation? Alors là, elle est dans sa 6e lactation. Et en production moyenne de lait, elle est à combien Donc par la an? race vosgienne, c'est une race qui produit en moyenne 4500 litres de lait par an. Mhm. Donc c'est une race qui produit peut-être un peu moins que des races qu'on a plus l'habitude de rencontrer, mais qui valorise beaucoup l'herbe. Et c'est une race économique, je vais dire. C'est une race qui coûte pas trop cher au niveau de l'alimentation et qui se contente de ce qu'elle trouve, surtout en période de transhumance quand on est dans le massif vosgien. Alors, vous dites que vous faites la transhumance. Vous pouvez expliquer un peu ce que c'est la transhumance? Oui, donc la transhumance, c'est une tradition marcaire. Donc marcaire, c'est le mot francisé en allemand. Donc le marcaire, en fait, c'est une personne qui monte de la mi-mai jusqu'à la mi-octobre, qui monte dans les auberges, donc de montagne, et donc qui redescend sur la période automnale pour passer l'hiver en vallée. Donc ces fermes marcaires, ces marqueries, on les trouve à partir de 900 000 mètres d'altitude. Et puis chez nous, les vallées vosgiennes se situent autour de 400 à 600 mètres. Donc, vous restez durant l'hiver. Elles vivent dans quel milieu? C'est-à-dire, elles sont en stabulation, elles sont en établi entravées? Alors c'est vrai que maintenant, avec la modernisation des bâtiments, et puis la plupart des bâtiments sont en stabulation libre. Il existe encore quelques stabulations entravées chez nous. Et donc c'est une race qui mange principalement du foin qui a été produit pendant la période estivale. Voilà. Donc, c'est des foins de prairies naturelles, je suppose? Oui, tout à fait. Donc chez nous, on produit à peu près 80% du fourrage en vallée. Et puis il y a une vingtaine de pourcents qui est produite sur les chaumes. Donc en fait, si on explique bien au public, en fait, si on s'adresse au public, ces vaches, elles partent en hivernage, elles restent dans les plaines, et ensuite elles s'en vont en estive durant l'été. Donc elles prennent les quartiers d'été, elles s'en vont en vacances en fait. Oui, pour les vaches c'est peut-être des vacances, mais pas pour les hommes en tout cas. Oh. Mais vous voyez bien beaucoup de touristes? Oui, parce qu'en fait, la particularité qu'on a chez nous, surtout en Alsace, c'est qu'on a aussi la majeure partie d'exploitants en race vosgienne qui détiennent une auberge en été. Donc l'association des fermes auberges, ça représente 44 établissements. Et donc la majeure partie élève la race vosgienne. Alors que faites-vous manger à nos chers touristes au milieu de ces vaches? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors on leur propose principalement le repas marcaire. Alors le repas marqué, c'est vrai, à Paris on ne connaît pas, vous nous dites d'écrire ce bon repas. Donc le repas marcaire, c'est d'abord en entrée, vous avez une part de tourte. Oui. Ensuite c'est suivi de viande fumée avec des pommes de terre donc qu'on dit marcaire. Donc ces pommes de terre marcaire, c'est des patates cuites dans du beurre et des oignons. Et ensuite en dessert, je vais vous proposer le fameux siaskas. Donc c'est un fromage blanc au kirsch. Donc c'est le Münster du jour auquel on y rajoute un peu de crème, de sucre et un bon kirsch local. Donc ensuite il faut faire la sieste. Hein. Après il faut aller se promener parce qu'on a beaucoup de paysages à contempler chez nous. Voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique la région donc du Haut-Rhin, je suppose, et là où vous habitez. Donc ces vaches, eh ben, elles font quand même la publicité. Puisqu'elle était en honneur il y a quelques années, notre Vosgienne. Ouais, donc tout à fait, elle était la tête d'affiche en 2011. Donc c'était une vache qui s'appelait Candy, qui est bien connue du grand public. Voilà, je crois que vous retrouvez toujours ses copines, hein, parce qu'en fait, Candy, eh ben, elle reste dans les pâturages, encore, heureusement. Oui, tout à fait, oui. Et donc ça a fait la fierté et ça a valorisé tous les produits issus de ces exploitations. Si on revient sur votre exploitation, vous avez au total combien de vaches? Alors moi j'ai une exploitation qui se compose d'une vingtaine de laitières. Donc nous on transforme environ la moitié donc pendant la période estivale, donc ce qui est valorisé sur notre auberge. Et puis en période hivernale on livre en coopérative. Et après vous avez aussi la race vosgienne, la particularité qu'elle a,
c'est que c'est une race mixte. Donc elle est aussi bonne dans le lait que dans la viande. Donc on peut aussi la valoriser dans nos assiettes pour nos touristes en été. Et les veaux issus, donc les femelles, vous devez les garder pour la reproduction, les petites femelles. Et les mâles, vous les mettez où? Vous en faites quoi? Les jeunes mâles? Bah, les jeunes mâles, on les garde en général pour l'engraissement. Donc en fait, vous faites soit du veau de lait, Oui, que vous commercialisez dans vos assiettes. tout à fait, ouais. Et aussi maintenant, dans la race vosgienne, il y a une petite dynamique allaitante qui est en train de se créer. Donc il y a beaucoup d'éleveurs qui se lancent dans l'allaitante avec la race vosgienne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier son côté mixte. Oui, mais de toute façon, on le voit bien, hein, c'est une vache qui se porte bien sur ses pattes, qui n'a pas peur de monter dans la montagne, hein, de marcher et d'aller chercher les bonnes pâtures en hauteur, je suppose. Oui, bah, c'est principalement pour ça qu'on élève cette race en fin de compte. Puisque on a des terrains qui sont souvent accidentés et qui sont très en pente. Donc c'est une race qui valorise bien justement ces terrains-là. Et au niveau de ces terrains-là, le produit que vous, donc le lait que vous produisez l'été, le lait que vous produisez l'été, vous l'utilisez directement en estive pour les touristes, ou vous en vendez aussi en dehors. Enfin, vous transformez soit en transformation, soit en lait pour le petit déjeuner, ou vous en vendez une partie qui redescend dans les laiteries. Alors bah moi, comme je disais avant, principalement c'est transformé en fromage pendant l'été. Donc on fait environ 60% de fromage de Münster. Ou alors on transforme encore une partie en pâte pressée, donc en barcasse. Donc ça c'est un fromage de montagne type gruyère. Et puis là, comme mon collègue Roger, à partir du printemps 2017, on va commencer la transformation de cœur de massif. Donc un fromage spécifiquement à la race, puisqu'il y a un cahier des charges, comme l'expliquait mon collègue tout à l'heure, qui a été établi. Et voilà. Alors le cœur de massif, on le reconnaît grâce à quoi? Alors le cœur de massif, déjà c'est un fromage carré, Ouais. parce qu'il est un peu comme nous, hein, Carré. Comme les vaches. Et donc c'est un fromage qui est entre le gruyère et puis la tome. Et sa particularité, c'est que son croûtage, il est grisé, donc un petit peu comme moucheté grisé, un petit peu comme la race en fin de compte. Mais sur le salon, on peut le déguster, non, ce Alors, fromage je vous invite tous à venir au stand. Donc, allez Prestige, vous verrez, il y a le stand du Coram. Et puis, on est au sein du Coram. Voilà, donc vous pouvez déguster le fromage, Le cœur de massif. le cœur des massifs, là. Il est facilement reconnaissable parce que c'est un beau carré, hein, de 27 sur 27, on m'a dit. Hein. C'est vrai. Ah oui. Vous en savez plus que moi. Sur 8 cm. Eh oui, comme quoi on en apprend des choses sur le salon. Donc maintenant tu sauras expliquer. Et au niveau du taux butéreux et taux protéique de vos vaches, elles sont en moyenne à combien? Sur votre exploitation aussi. Oui, la race vosgienne, c'est une race qui est dans la moyenne des races françaises, mais sa particularité, c'est qu'elle a aussi une kappa-caséine qui favorise la transformation en fromage. C'est surtout ça qui fait la différence, et c'est ce qui fait aussi la fromageabilité d'un lait. C'est-à-dire que quand on parle de fromageabilité d'un lait, je l'explique un peu au public, hein, c'est la capacité avec 1 litre de lait de pouvoir faire une certaine quantité de fromage. Donc la caséine favorise justement cette fromageabilité et donc en fait ça permet avec 1 litre de lait de faire plus de fromage que si on prend une autre race. Entre autres les grandes races laitières, elles ont moins de caséine que nos vaches, surtout des massifs, hein, parce qu'on pourrait prendre la tarentaise, l'abondance, toutes ces vaches qui vivent en montagne ont un pouvoir, un potentiel de fromageabilité important. Donc on peut l'applaudir. Hein. Allez, un peu d'applaudissements. On va faire revenir ta voisine. Comment elle s'appelle cette vache?
Alors c'est Roger et Fleurette. On va faire revenir Roger et Fleurette qui présentent, remarquez un peu l'élégance, avec sa petite cloche. Donc Fleurette, elle va regarder la caméra là. On va la faire comme ça là. Voilà. Pas trop, pas trop, pas trop. On va lui refaire un tour alors. Fleurette, elle est impatiente de retrouver ses massifs. Hein. Oui, il faut dire aussi que une bonne partie des vaches qui sont présentées ici en race Vosgienne sont arrivées hier, et hier dans la journée, et notamment vraiment en fin d'après-midi. Et du coup, elles ont un petit peu de... Il faut leur laisser un peu le temps de s'acclimater au salon. Oui, alors pourquoi il dit hier? Parce qu'en fait, il y a une transhumance de vaches sur le salon, comme on peut dire. Il y en a quelques-unes qui démarrent depuis samedi, qui sont là depuis vendredi et qui sont reparties hier soir et dans la nuit. Et ensuite, il y a notre groupe de vaches, de races de vaches, qui sont arrivées hier soir et cette nuit. Et donc, nos Vosgiennes font partie de ce groupe de vaches. Donc, c'est toute la permutation des animaux qu'il y aura. Comme ça permet à vous, public, de voir un grand nombre d'animaux et un grand nombre de races et un effectif un peu plus important. Autrement, on ne pourrait pas les recevoir. Voilà, et effectivement, à partir d'aujourd'hui, toutes les Vosgiennes sont bien présentes au salon et elles sont toutes prêtes pour le concours qui aura lieu demain matin. Alors, votre vache, elle s'appelle Fleurette et elle a quel âge? Alors, c'est une vache qui a 8 ans. Et elle concourt dans quelle section? Alors, sa section, c'est la section des vaches de plus de 4 lactations. Donc, quand on dit 4 lactations, ça veut dire que Fleurette, elle a déjà fait 5 veaux. Et donc, les vaches qui ont fait plus de 4 veaux concourent toutes dans la même section. D'accord. Donc Fleurette, elle nous fait du bon fromage et ce que j'ai compris des yaourts et même des flancs. Effectivement, donc nous produisons à la ferme chez nous des yaourts, des flancs, du lait de consommation, du fromage blanc qu'on assaisonne un petit peu au fil des saisons. Voilà. Et vous avez des gîtes? Alors non, nous n'avons pas de gîte, nous faisons que de l'élevage et de la transformation à la ferme. Et la commercialisation, elle s'effectue comment? Alors la commercialisation se fait sous forme de tournée dans la vallée où nous sommes présents, mais également nous sommes présents à plusieurs marchés, des marchés plutôt locaux, mais également un magasin de producteurs et différents magasins de type petit commerce de village. Et les yaourts, ils sont aromatisés ou vous faites que du yaourt nature? Non, on retrouve des yaourts nature et également 7 parfums de yaourts aux fruits. Alors ces parfums, qu'est-ce qu'on peut déguster chez vous? Alors bien sûr, il y a l'incontournable yaourt aux myrtilles. Ah, fameux. Voilà. Mais également d'autres parfums comme fraises, framboises, fruits rouges, abricots, poires et citron. Voilà, dans un délice, je suppose. Ah oui. Donc, et Fleurette, elle parcourt, elle part pas en transhumance. Elle aime bien rester chez elle. Non, contrairement à Thomas qui a parlé de la transhumance tout à l'heure, nous n'avons qu'une seule ferme qui a une altitude de 650 mètres et donc nous vivons toute l'année au même endroit, à la même ferme. Et donc autour de la ferme, il y a des pâturages plutôt en pente. Et en fond de vallée, donc à 3 km de la ferme, il y a nos prés de fauche. Il ne faut pas oublier que la Vosgienne, on a quand même un climat relativement rude chez nous et les Vosgiennes passent bien souvent 6 mois de l'année à l'étable. Actuellement, elles sont à l'étable jusqu'au mois de mai et de mai à novembre, elles sont dans les pâturages. À l'étable, dans quel cadre elle vit? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une étable entravée, une étable de stalvulation? Alors, on n'en est pas au chauffage, mais on y est presque parce qu'on isole, on bichonne nos vaches, non? Alors effectivement,
Donc nous, nos vaches sont en entravé, dans une étable entravée, donc ce qui veut dire que nos vaches sont à la tâche, mais ça permet aussi de leur garder les cornes. Parce que bien souvent, quand les vaches sont en stabulation libre, donc en liberté, comme la Vosgienne est quand même une race relativement rustique et qui a du caractère, on va dire, elles se chamaillent quand même entre elles, et du coup, souvent, on les écorne. Alors que nos vaches, on leur garde les cornes, et comme vous le voyez, elles ont aujourd'hui une cloche, mais aussi en été, quand elles sont dans les pâturages, il faut dire qu'elles ont toutes leurs cloches, quoi, et on les entend bien, quoi. Ce qui permet de les entendre venir, de les reconnaître s'il y a un problème, ou même quand il y a des jours de brouillard, on sait où elles sont. Et donc notre élevage personnellement, donc c'est un élevage où les vaches sont, comme je vous l'ai dit, en entravé à la tâche, mais c'est également un élevage, donc on fait du séchage en grange. Ça veut dire qu'on fait bien sûr, le foin qu'on fait, c'est uniquement sur de la prairie naturelle, des prairies naturelles très richement fleuries. Et donc ce foin-là, on le sèche, on termine de le sécher à l'intérieur, en grange, et ce qui nous donne un fourrage de qualité vraiment optimale, en vue, bien sûr, derrière, d'une transformation du lait. Donc, je reprends un peu le séchage en grange. En fait, pour réussir son foin, il faut récolter le foin en bon stade, c'est début épiaison et avant floraison pour tout ce qui est à fleurs. Ce qui fait, c'est le maximum de qualité, l'optimum de la plante en fait. Et grâce au séchage, puisque les conditions climatiques sont difficiles partout dans toute la France, et grâce au séchage, puisque vous pouvez couper et certainement juste un peu rester sur votre parcelle, je pense bien, et ensuite vous ramenez à la ferme où le foin est ventilé, séché, et il garde toutes ses qualités, ses valeurs pour donner à l'animal la bonne alimentation. Oui, effectivement, et donc grâce au séchage en grange, nous notre objectif principal, c'est de produire un fourrage de qualité, donc qui sera très appétant, très calorifique aussi, on va dire, pour l'animal, en vue de produire un lait de qualité optimale. Un lait de qualité optimale, mais aussi qui aura un bon goût, et donc qui va donner un bon goût à nos produits, que ce soit des yaourts ou tout simplement du fromage. Et vous faites le séchage en grange depuis combien de temps? Depuis 2010. Donc avant, vous faisiez du séchage traditionnel? Du séchage traditionnel en balle ronde. Donc ce que je dis aussi, c'est que je pense que par rapport à vos cahiers des charges, l'ensilage est pratiquement à proscrire. Oui, l'enrubané, donc les balles rondes enrubanées sont tolérées, mais l'ensilage est bien sûr interdit. Oui. Et puis également, ce que je tiens bien à préciser, c'est que chez nous, en système de montagne, on a surtout des prairies naturelles et des prairies richement fleuries, quoi. Il y a d'ailleurs chaque année dans notre secteur des concours également organisés avec le parc naturel des Ballons des Vosges, des concours de prairies fleuries, quoi. Mais d'ailleurs, pour lesquels d'ailleurs nous avons déjà été lauréats. Oui. Et d'ailleurs, je crois que le concours général agricole, il y a un prix des prairies fleuries où vous participez, je crois, régulièrement. Oui, et il me semble bien que l'échelon national du concours des prairies fleuries aura lieu au sein même du salon demain. Oui, je crois que c'est bien cela ce qui se passe. Donc on va féliciter ces deux vaches, Fleurette et Eva, qui nous ont fait l'honneur d'être présentes sur cette présentation avec deux magnifiques Vosgiennes, donc une race des massifs. On va la remercier, on vous dit à très bientôt. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand du CORAM, donc du collectif des races de montagne, qui se trouve vers le centre du hall. Allez, on les applaudit, on les félicite. Et ils vous ont fait une belle présentation. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Allez, la sécurité.
avant de venir ici déjà, j'étais pas du tout dans le pour moi, le bal général, que je voulais me diriger plus vers un métier manuel où j'allais me servir de mes mains et un peu de ma tête aussi, forcément. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé cuisiner un petit peu déjà chez moi, donc je me suis dirigée vers ça. Quand je suis arrivée dans une charcuterie vers chez moi, tout de suite ça m'a plu. Le métier que ça me plaisait. Du coup, j'ai direct commencé à chercher une école dans le domaine de la charcuterie traiteur. Donc j'ai trouvé le CEPROC, qui est une des meilleures écoles des charcuteries traiteurs. Et ils font à peu près tous les métiers dans le domaine culinaire. Donc aujourd'hui, avec ma classe, on a réalisé des rillettes de saumon. Le principe des rillettes, c'est vous avez un beau filet de saumon déjà, vous le découpez en cubes, vous le faites poêler. Vous rajoutez des cubes de saumon fumé. Ensuite, à part, vous faites monter de la crème. Vous faites ramollir votre beurre pour obtenir un beurre final. Vous mélangez le tout avec de la ciboulette, l'assaisonnement sel, poivre et du jus de citron. Et vous moulez et prêt à déguster. Les créations sont très personnelles. Il faut avoir une grande imagination. On peut se lâcher totalement sur le produit qu'on est en train de travailler. Il n'y a pas vraiment de contraintes. À chaque plat, chacun met sa note à lui. C'est un peu comme une empreinte digitale, il n'y en a pas deux. Il y a de très bons professeurs. Au début, en arrivant ici, je me suis dit, je vais être stressée par le professeur de cuisine. Je vais devoir appeler chef, ça va être rapide et tout. Non, il a tout de suite su nous mettre en confiance. C'est se dire, on est là pour apprendre, il n'y a pas à avoir peur. Donc, on a tous les capacités pour réussir et les challenges nous rappellent tout le temps. Les professeurs sont très proches de nous et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le domaine général. On peut très bien apprendre et rigoler en même temps, ça pose aucun problème, tout en sachant remettre l'ordre final si ça dérape un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de dérapage. Les on apprend constamment. Il n'y a pas une minute sans laquelle on n'apprend pas. Je dis à Paris, Paris c'est la capitale culinaire, c'est la capitale culinaire de la France, c'est la capitale culinaire du monde. C'est là, je pense, que je trouve les plus grands chefs. Tout le monde veut venir étudier à Paris. On a reçu notamment, avant d'inventer ça, les Japonais qui viennent, qui aiment beaucoup la cuisine française, la cuisine de référence. Ça montre bien que Paris, c'est le centre de tout ça, c'est le centre culinaire. Moi, en sortant d'ici, je veux monter mon entreprise. J'ai même un projet, c'est justement de partir au Japon, parce qu'il faut savoir que les Japonais aiment beaucoup notre cuisine. Et ils ont raison. Ils ont raison d'aimer. Je m'appelle Johanna, j'ai 18 ans et actuellement je viens de commencer une formation en CAP charcuterie traiteur. Alors avant de venir ici déjà, j'étais pas du tout dans le domaine du culinaire, j'étais en bac général en première S, jusqu'à temps de comprendre que c'était pas fait pour moi le bac général, que je voulais me diriger plus vers un métier manuel où j'allais me servir de mes mains et un peu de ma tête aussi forcément. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé cuisiner un petit peu déjà chez moi, donc je me suis dirigée vers ça. Quand je suis arrivée dans une charcuterie vers chez moi, tout de suite ça m'a plu. Le métier que ça me plaisait. Du coup, j'ai direct commencé à chercher une école dans le domaine de la charcuterie traiteur. Donc j'ai trouvé le CEPROC, qui est une des meilleures écoles de charcuterie traiteur. Et ils font à peu près tous les métiers dans le domaine culinaire. Donc aujourd'hui, avec ma classe, on a réalisé des rillettes de saumon. Le principe des rillettes, c'est vous avez un beau filet de saumon déjà, vous le découpez en cubes, vous le faites poêler. Vous rajoutez des cubes de saumon fumé. Ensuite, à part, vous faites monter de la crème. Vous faites ramollir votre beurre pour obtenir un beurre final. Vous mélangez le tout avec de la ciboulette, l'assaisonnement sel, poivre et du jus de citron. Et vous moulez et prêt à déguster. Les créations sont très personnelles. Il faut avoir une grande imagination. On peut se lâcher totalement sur le produit qu'on est en train de travailler. Il n'y a pas vraiment de contraintes. À chaque plat, chacun met sa note à lui. C'est un peu comme une empreinte digitale, il n'y en a pas deux. Il y
a des très bons professeurs. Au début, en arrivant ici, je me suis dit, je vais être stressée par le professeur de cuisine, je vais devoir appeler chef, ça va être rapide et tout. Non, il a tout de suite su nous mettre en confiance, se dire on est là pour apprendre, il n'y a pas à avoir peur, on a tous les capacités pour réussir et ça nous aura fait tout ça. Les professeurs qui sont très proches de nous et c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas dans le domaine général. On peut très bien apprendre et jouer en même temps, ça pose aucun problème, tout en sachant remettre l'ordre final si ça dérape un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de dérapage. Donc oui, on apprend constamment, il n'y a pas une minute sur laquelle on apprend pas. Étudier à Paris, Paris c'est la capitale culinaire. C'est la capitale culinaire de la France, c'est la capitale culinaire du monde. C'est là, je pense, que je trouve les plus grands chefs. Tout le monde veut venir étudier à Paris. On a reçu notamment plein d'ambassades les Japonais qui viennent, d'ailleurs qui aiment beaucoup la cuisine française, la cuisine de référence. Ça montre bien que Paris, c'est le centre de tout ça, c'est le centre culinaire. Moi, en sortant d'ici, je veux monter une entreprise. J'ai même un projet, c'est justement de partir au Japon. Parce qu'il faut savoir que les Japonais aiment beaucoup notre cuisine. Et ils ont raison. Ils ont raison de nous. Coopérative du Puy Noir avec sa marque commerciale l'Écusson Noir. Cette coopérative est née en avril 2014. 8 éleveurs ont décidé de travailler ensemble, de créer un outil de commercialisation et de transformation de leur production. Pour être adhérent à la coopérative, on retrouve quelques conditions. La principale, c'est qu'il faut obligatoirement avoir des animaux de race pure qui sont en Limousin. Et pour cela, les adhérents doivent être inscrits au lit généalogique qui est géré par le syndicat des éleveurs portuaires. S'engager à apporter un minimum de 40% par an à la coopérative. Donc forcément apport total de la production. Et puis après, les éleveurs s'engagent aussi à participer activement à la promotion de notre marque Écusson Noir sur toutes les différentes manifestations, comme aujourd'hui sur le festival de l'élevage à la Panama. Pour les pousser les jambons, j'ai pris Et aujourd'hui, on a, grâce à la coopérative, une activité qui est rémunérée au-delà du coût de production, ce qui est quand même très très important pour nos adhérents. La coopérative a comme projet d'intégrer 2 éleveurs nouveaux par an. Ces éleveurs, la coopérative les choisit et les aide à concrétiser leur projet, notamment par un partenariat très fort avec les pays agricoles. Et ensuite, nous les aidons dans le choix des équipements, dans l'installation et dans la conduite alimentaire. On est parti d'une poignée d'éleveurs, puisqu'il y avait 8 éleveurs au démarrage. Donc 2 ans après, on a ajouté 4 nouveaux producteurs, puisqu'on est confronté à 2 choses. C'est la réalité du commerce, puisqu'on ne peut pas installer des gens sans avoir la certitude de pouvoir leur garantir la mise en marché de leur production. Et puis après, sur la capacité de la race à croître, puisqu'on ne multiplie pas les effectifs d'une race par 2 en 2 ans par hasard. Donc voilà, on a cette frontière de la génétique qui fait qu'on ne peut pas aller non plus multiplier les reproducteurs. Donc la mise en marché consiste simplement à mettre en vente la totalité de la production des adhérents, puisque un des objectifs prioritaires de la coopérative, c'est de permettre à nos adhérents de vivre de cette production. La commercialisation, on va dire qu'on part de carcasses, donc on vend entière à des grossistes, ou qu'on vend un peu plus au détail. Et là, on va être sur du Limousin,
du Nouvelle-Aquitaine aussi, parce qu'on développe un peu sur Bordeaux, et viser des boutiques qui sont déjà engagées sur les produits Limousin. Et après, on a une deuxième partie où nous-mêmes, on va récupérer des jambons sur ces carcasses-là, qu'on va mettre au séchage. Donc on a du jambon sec. Et après, quelques animaux qu'on va dédier à la transformation, c'est-à-dire qu'on va faire de la charcuterie avec. Donc, du saucisson, des pâtés, des rillettes, des boudins et tout ce qui s'ensuit. Un peu de jambon de noir. C'est un début de réussite. Je pense que nous avons avec cet animal-là toutes les clés du succès. D'autant plus que nous avons opté pour un développement local avec des partenaires locaux. Notre projet, c'est vraiment du développement local, du terroir et de la passion derrière pour les éleveurs.
va durer, ça va pas durer 3 mois. Ah, ça va être chaud. Je vais faire un café.
magnifique. Et encore sur la une. Il est où là? Il est où? Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons vous présenter une race du sud-ouest, mais qu'on trouve aussi dans toute la France et tout le monde entier. C'est la brune des Alpes. Devant vous, vous avez une belle génisse, brune, qui s'ennuie d'ailleurs. Elle aurait dû amener sa copine. Cheval. Voilà. Ce n'est uniquement qu'il lui manque sa copine la prochaine fois. Alors, je vais vous présenter cette vache. De quelle région elle vient? Je vais vous laisser la parole, vous allez vous présenter de quelle région elle vient et puis je vais aller chercher mon... Comme ça va la calmer. On va lui faire un tour parce que bon, elle n'est pas sortie, elle n'était pas habituée au concours, donc c'est une jeune génisse qui n'a jamais reproduit. Elle a environ 1 an et demi. Alors cette race brune des Alpes, pour l'année 2016, elle a été à l'honneur
sur la France, puisque tous les 4 ans a lieu un mondial. Et cette année, ce mondial avait lieu en France, plus précisément au centre de la France, à Mende, dans la Lozère. Donc on va laisser cette vache un peu reprendre ses esprits. Se calmer. On va la rassurer, la bichonner. Elle veut chanter, c'est tout. Hein. Elle n'avait pas décidé de s'échapper. On va la faire marcher. Donc on va revenir, on va essayer d'adapter la situation. Donc cette jeune vache, elle a quel âge? Elle a 1 an. Elle a 1 an et elle vient de quel pays? Elle vient de Normandie. Donc comme je disais, ce sont des races qui viennent de toute la France. Et la brune des Alpes est une race laitière. On va essayer de la tenir. C'est une jeune vache d'un an. Donc elle a toute la délicatesse de courir dans les prés de Normandie. On va revenir un peu sur le centre si on peut. Donc vous comprenez qu'en fait, j'explique un peu au public pourquoi notre vache, elle fait que beugler. Notre vache aurait dû venir avec une copine. Malheureusement, on n'a pas trouvé l'éleveur qui pouvait l'accompagner. Donc elle est venue seule. Et donc dès qu'elle aura un congénère, elle va se calmer, ni plus ni moins. Alors, elle est un peu perdue, même si elle a son agriculteur devant elle. Elle est légèrement perdue et elle aime bien avoir ses copines. C'est des vaches
comme les porcs gascons, ils vivent en groupe. Si elles n'ont pas leurs copines, elles ne sont pas contentes. Mais son origine, je crois qu'elle vient du 09, non? Donc voilà, donc elles viennent de l'Ariège, des Pyrénées. L'élevage ariégeois, elle vient plus précisément d'un lycée agricole où ils ont une soixantaine de races brunes des Alpes.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous allons vous présenter la vache, une vache blonde aquitaine du sud-ouest. Elle va venir me voir avec son propriétaire. Si vous pouvez. Donc devant vous, nous vous présentons sur le Rhin porcin des vaches, car ce matin était à l'honneur la vache, les porcs basques et la race blonde aquitaine et la race que nous trouvons beaucoup dans le Pays basque, puisque le rameau blonde aquitaine est construit à partir de 3 rameaux blancs. La blonde des Pyrénées, la blonde de Toulouse et la blonde du Quercy. Voilà, vous pouvez légèrement la toucher. Elle prend ses marques, comme on dit. Ah, c'est bon, si on peut l'arrêter là. Bonjour. Si tu veux. Si tu peux. Et il faudrait qu'on regarde la caméra. Là-bas. Donc vous avez une vache blonde. Vous pouvez me dire comment elle s'appelle, quel âge elle a. Ou je vais vous tenir le micro. Non mais c'est bon. Donc elle s'appelle Granada. Elle a 5 ans, un peu plus de 5 ans. Voilà. Et vous venez de quelle région? On vient de région de Nouvelle-Aquitaine, mais tout en haut. C'est-à-dire Maran, c'est la limite entre la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de Loire. Voilà. Et donc vous avez combien de vaches sur votre exploitation? Eh bien l'exploitation, il y a 400 vaches allaitantes. Oui. Donc 300 blondes d'Aquitaine et une centaine en limousine. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour avoir des blondes d'Aquitaine? Ou est-ce que c'est une histoire C'est l'histoire, c'est la race. C'est la race en elle-même, c'est les qualités de la race, les qualités au niveau gustatif, les qualités au niveau élevage. Et donc tout ça fait qu'on choisit une race ou on en choisit une autre. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes orienté sur 2 races là, est-ce que c'est par rapport au terrain que vous avez exploité? Un peu, oui. Un peu. Alors l'une est plus rustique. Il y en a une qui est plus rustique. La limousine est un peu plus rustique par rapport à la blonde d'Aquitaine. La limousine est un peu plus rustique que la blonde d'Aquitaine, mais c'est 2 races différentes qu'on élève différemment. Alors elles n'ont pas décidé, elles sont un peu énervées. Elle n'a pas trop envie parce qu'elle est toute seule. Donc, Voilà, elle est un peu seule. Sa copine, elle faisait que crier. sa copine fait la sieste là-bas surtout. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on va présenter... donc il y a 400 vaches mères, je suppose. Voilà, c'est ça. Et les produits issus de ces vaches, vous en faites quoi? Eh ben, il y en a une partie qui est destinée à la vente pour la reproduction, et après une partie qui est destinée pour la vente à l'élevage, à l'engraissement. Et l'engraissement, vous engraissez, vous faites du broutard, c'est-à-dire du veau d'honneur? Chez nous, on fait du broutard, donc on vend les broutards souvent à l'exportation ou dans des élevages d'engraissement. Et après, les vaches de réforme sont engraissées pour vendre À la boucherie? À la boucherie, plutôt au niveau local. D'accord. Donc au niveau local. Et ces animaux sont conduits sur combien d'hectares? Eh bien, il y a une surface de 500 hectares à peu près. Et donc je suppose que vous produisez tous les concentrés sur votre exploitation? Non, du tout. On produit tous les fourrages grossiers, c'est-à-dire le foin, l'enrubanage, l'ensilage de maïs. Et après, on achète tous les compléments qui permettent d'adapter les rations par rapport aux besoins des animaux. Cette vache, elle pèse combien? Elle pèse 1271 kg. Donc en règle générale, ce sont des poids quand même du haut de gamme. Un peu hors norme, oui. Un peu hors norme. Oui. Donc vous voyez son grand développement, sa musculature. Et qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du rendement carcasse de ces blondes d'Aquitaine? Eh bien, au niveau rendement carcasse, on est sur des moyennes de 59 à 62%. Donc alors que la moyenne
courante des autres races, elle se retrouve plutôt à 50%. 58. Ouais, 57. 50-55%. Même 50 peut-être. Ouais, Il y a vraiment une différence de rendement carcasse chez une vache à muscle. C'est un peu l'objectif de la sélection, c'est d'essayer d'avoir des animaux où on a le moins de choses à jeter et le plus de choses à consommer. Oui, mais bon, de plus en plus, on se retrouve vers du bien-être animal, de l'environnement. Il faut. Donc, de plus en plus, on essaie de conduire toutes ces races à viande, donc que ça soit charolaise, limousine, blonde aquitaine, vers des animaux qui utilisent le plus possible tout ce qui est herbage, qui valorisent au mieux. Alors, c'est pas dit qu'ils ne s'adaptent pas, parce qu'on dit qu'on a fait beaucoup d'intensifs jusqu'à présent, mais maintenant, on sait faire aussi, utiliser l'environnement, faire plus de foin, plus d'herbe. Je pense que l'élevage bovin fait partie des productions animales où il y a le moins de choses industrielles. Chez nous, les bovins sont sortis du mois de mars au mois de novembre ou décembre en pâturage. Donc on a une grosse période estivale où les animaux sont plutôt en pâturage et on essaye de limiter au maximum les périodes où on les a en bâtiment, contrairement un peu à des élevages un peu plus intensifs comme la volaille ou le porc par exemple. Voilà, donc c'est des vaches de plein air. Mais ce qu'on fait de plus en plus, et ce que la technicité a fait de plus en plus, on leur propose une alimentation plus équilibrée. Et donc ça permet d'orienter et d'exprimer leur potentiel génétique, donc là c'est le développement musculaire, à s'exprimer plus longtemps et plus souvent. Dans la génétique, on essaye de corréler plusieurs choses. On essaye d'améliorer le développement squelettique, on essaye d'améliorer le développement musculaire, on essaye d'améliorer les facilités de naissance, on essaye d'améliorer également les qualités maternelles, parce que si on veut avoir des animaux de qualité, il faut qu'on ait des qualités maternelles au niveau du lait notamment. Et tout ça, c'est des choses qui se mettent en place lentement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit on y arrive. De toute façon, il faut dire que quand même tout l'élevage bovin en France, de toute façon, les hormones sont proscrites depuis des années et des temps. Normalement, oui. Si, d'accord. Si, oui. Si, non mais oui. Je veux dire, on n'en utilise pas, c'est interdit, et d'après les textes, et il y a contrairement à certains pays. À certains pays, oui, que nous avons. Qui notamment voudraient bien importer de la viande chez nous et voilà. Ils ne sont pas tout réglo au niveau. Donc on est un peu jalousé parce qu'on arrive à produire des animaux de fort gabarit et dans des territoires. Ce qui nous facilite tout ça, c'est l'herbage que nous avons dans les territoires. Les herbages, on les a, donc on est un peu obligé de s'en servir par la force des choses. Faut pas dire obligé. On les utilise au mieux. On les utilise au mieux, mais on est un peu obligé de les avoir, donc par la force des choses, on s'en sert évidemment. Mais ça permet d'optimiser les coûts de production, parce que c'est vrai que pendant les 7 ou 8 mois de période estivale où les animaux sont en pâturage, ça permet d'optimiser les coûts de production, bien sûr. Alors, c'est vrai que notre vache, elle est un peu énervée. Alors, je rappelle, je pense qu'elle est arrivée hier soir, celle-là. Ah non, elle est arrivée vendredi dernier. Donc, elle n'est pas sortie de sa stalle, je pense. Si, tous les jours. Tous les jours? Je lui fais faire une petite promenade tous les jours. Elle a été lavée, bichonnée? Tous les jours, tous les matins. Donc, elle recherche ses voisins. Elle n'a jamais vu de cochon. Et voilà, c'est l'odeur des cochons aussi qui la dérange. Et vous voyez que tous ces animaux-là cohabitent dans le bon sens. Donc voilà. On va la laisser un peu se familiariser avec une autre espèce. Et d'ailleurs, vous voyez que ça n'a pas l'air de la déranger. C'est le fait d'être un peu toute seule qui la perturbe un peu. Et en fait, le fait qu'elle soit toute seule, normalement, c'était pas prévu comme ça. Hein. Et nos éleveurs, ils nous ont lâché fait faux bon. Les autres races, il fallait une Montbéliarde.
Donc dès qu'on pourra regagner sa salle, on essaiera de repartir. Dès que j'aurai l'aspect sécurité, elle est très curieuse, elle se demande ce qui se passe. Et elle veut savoir, elle veut comprendre. Sois gentil. Donc en fait, le fait que je la touche, comme elle n'est pas habituée que je la touche, j'ai en plus une polaire rouge, ce qui ne leur plaît pas du tout, c'est des Non, couleurs vives. Ça dépend des jours. Il y a des jours où elle a bon caractère et il y a des jours où elle a mauvais caractère. Mais c'est comme nous, hein. C'est ce que j'allais dire, c'est une femme. Oh, il ne faut pas exagérer quand même. Les hommes, vous êtes bien pareils. Et oh, arrête. Donc les jeunes sont là, on va pouvoir repartir. Avant qu'elle nous ait traversé la régie. Allez, c'est bon, on va pouvoir vous remercier. Jusque là, j'ai toujours réussi à la mettre. Oui, mais avec... Vous voulez qu'on vous aide là pour la ramener?